Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Warzone, votre podcast spécial baseball universitaire et le tout dans la langue de Molière. Bien content de vous retrouver après la fin de la saison universitaire 2025. On a un nouveau champion, un champion qui est récidiviste, en à peine 3 saisons, c'est le deuxième titre. En 35 ans à peu près, 34-35 ans, c'est le 8e titre. C'est peut-être la meilleure équipe de baseball de l'ère moderne en termes de college baseball, en termes de programme. On va y revenir dans quelques instants. Juste avant, bien entendu, comme d'habitude, le petit instant promo. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur toutes vos plateformes d'écoute préférées, ainsi que sur YouTube, bien entendu. Et de même, le Homera, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. On va pouvoir y aller sans plus tarder. Allez, c'est parti. Alors, on va pas faire de suspense. LSU a donc remporté son 8e titre de son histoire. LSU, peut-être qu'un jour je devrais reprendre les collèges Baseball Legends. Vous savez, pour ceux qui ne le savent pas, je faisais des vidéos, on va dire vidéo/podcast sur YouTube, où j'ai décortiqué un peu l'histoire de certaines facs, on va dire légendaires du collège baseball. J'avais parlé de Cal State Fullerton, la meilleure équipe mid-majors en termes d'histoire, la plus titrée. Puis ensuite j'ai parlé de USC bien évidemment, parce que USC est, à l'heure où on parle, le collège ou la fac, pour parler français, la plus titrée de l'histoire, avec 12 titres. Mais la plupart de ces titres se sont passés bien avant l'ère moderne, tout simplement. Aujourd'hui on a une équipe donc d'LSU qui remporte un nouveau titre, le deuxième sous l'ère Jay Johnson. Je rappelle que Jay Johnson, ce n'était que sa 4e saison. Ça fait déjà 2 titres, il est en train de se poser là en termes de coach légendaire, sachant que du côté d'Arizona, déjà, il faisait du boulot exceptionnel. Là, c'est sanctionné de 2 titres en 4 ans, donc voilà. C'est vraiment ce qui se fait de mieux en termes de coaching. Surtout, ce qu'on a pu voir, et ce dont je parlais déjà récemment, c'est que, au contraire de 2023, où déjà, à partir de 2021, on va dire, LSU s'est remis à l'endroit avec notamment en figure de proue un joueur comme Dylan Cruz. Quand j'y s'est remis à l'endroit, attention, LSU a toujours été dangereux. Je rappelle qu'ils étaient finalistes pas si loin que ça en 2017. Ça a toujours été une powerhouse, surtout depuis les années fin des années 80, depuis l'époque Skip Bertman. Alors là, je pense que je vais vous perdre. Mais en gros, si vous voulez retenir quelque chose de l'histoire en faisant rapidement de LSU, tout a changé sous l'époque, sous les ordres de Skip Bertman dans les années 80. Skip Bertman, il venait de l'école de Miami, donc c'était un joueur sous les ordres de Ron Frazier. Et il a récupéré tout ce qui se faisait de mieux de la part de ce coach légendaire du côté de Miami pour pouvoir l'appliquer ensuite à LSU. Et à partir des années 86, 87, etc., LSU c'est vraiment devenu une équipe dangereuse à qui il ne manquait plus qu'à arriver jusqu'au titre. Le premier titre arrive en 91, parce que je pense que lui il reste 17 ans de mémoire. Et donc avec lui, il remporte 4 ou 5 titres. J'ai pas l'historique des dates exactes en mémoire, mais je sais que les années 90 ont été très prolifiques. Ils ont enchaîné plusieurs repeats au début des années 90, puis ensuite ils ont remporté le titre 96 de mémoire. Est-ce qu'il n'y a pas un titre en 99 ? Enfin bref, il y a moult et moult titres. La majorité des titres se sont faits dans les années 90 au final. Dans l'époque moderne, il y a quoi ? Il doit y avoir 2009, 2023 et 2025. Ça doit être ça, quelque chose comme ça. Mais tout ça pour dire que LSU, à partir des années 80, c'est devenu une powerhouse. Et dans l'ère moderne, c'est ce qui se fait de mieux en termes de programme de baseball. Voilà, c'est l'équipe la plus titrée depuis les années 80, tout simplement. Et ils ne sont qu'à 4 titres d'un USC qui a remporté la majorité de ces titres plutôt dans les années 70 sous Ron Dodo, 60, 70 comme ça. Donc voilà. Je sais pas pourquoi je suis parti jusque là, alors que à la base, pour vous dire la vérité, j'avais un ordre d'idées, c'est-à-dire vous parler rapidement des LSU, mais surtout reparler en quelques mots de la finale, parce que la finale, c'est vrai que en soi, si on regarde les matchs ont été très intéressants, mais on peut dire que ça a été un peu décevant, puisque LSU a sweepé la finale. Ils ont remporté les 2 matchs, dans une série au meilleur des 3 matchs, forcément ça vous permet de remporter le titre. Coastal Carolina, et vous pouvez vous en rappeler parce que là c'est vraiment le podcast d'avant, j'avais dit que ce qui me faisait peur c'est que en gros
ils étaient sur une vague tellement insolente et incroyable que c'est ce genre de vague et de momentum qui, avec un grain de sable, bah vous perdez tout en fait. Vous perdez ce momentum et le momentum est très difficile à retrouver. Alors tout ne s'explique pas que par l'aspect mental et momentum, mais force est de constater que en perdant ce premier match 1-0, parce que c'était un match comme souvent avec LSU porté par un Cade Anderson, bah, ça a été le MOP, hein, le Most Outstanding Player de ces finales, enfin de ces College World Series, pardon, et c'est bien mérité. Bah, LSU a montré cette recette. Ah voilà, je sais pourquoi j'ai parlé de tout ça, je suis parti trop loin, mais en fait ce que je voulais dire à la base, et ça rejoint ce que je suis en train de dire là maintenant, LSU avait une recette cette année beaucoup plus collective, beaucoup moins sur les individualités, surtout en termes de line-up. Le line-up, j'en avais déjà parlé la semaine dernière, est un line-up beaucoup moins talentueux en termes de star potentiel, on va dire, que ce qu'on avait sous l'époque bien sûr de Dylan Cruz, des Trey Morgan, Tommy White, etc., etc. Là, au contraire, voilà, on avait des joueurs qui étaient déjà là à cette époque, comme Jared Jones, qui est un peu voilà l'un de ces gardiens du temple, un joueur expérimenté qui fait aussi montre de puissance. Mais après lui, c'était qui? C'était peut-être Steve Milam. Et après Steve Milam, on a des Derek Courriel, de ce genre de joueurs qui sont très intéressants. Attention, hein, ça reste des joueurs talentueux. C'est pas ce que je suis pas en train de dire qu'ils sont mauvais. Mais c'est surtout que la construction de cet effectif, pardon, c'est vraiment fait comme ce qui se fait de mieux en termes de cohésion, compréhension du collège baseball. Puisque quand on le voit dans l'histoire, c'est pas forcément les équipes avec le plus de stars qui remportent les College World Series, c'est souvent les équipes qui ont le noyau dur le plus homogène. C'est-à-dire que les performances arrivent au bon moment et pour tout le monde. Et à LSU, c'est un peu ce qui s'est passé cette saison. Tout le monde le disait même en début de saison, hein, quand on regardait la SEC, on parlait bien plus de Tennessee en termes de talent pur, on parlait bien plus d'Arkansas. D'autres équipes comme Florida étaient quand même vues à niveau, on va dire, équivalent. Non pas que LSU était vu en bas, attention, LSU faisait partie des favoris, mais on va dire dans le deuxième, de deuxième échelon. On avait vraiment ce Tennessee. Après, on se disait peut-être le hangover du titre, aller de surcroît les éliminer assez prématurément. Mais on avait surtout des Arkansas. Arkansas, quand on regarde bien l'effectif, c'est un effectif qui normalement est taillé pour le titre. Mais bon, ça fait des années que Arkansas, leur effectif est souvent taillé pour le titre et malheureusement, ça ne passe toujours pas. LSU, c'était pas forcément l'équipe de SEC qu'on voyait rebondir après une saison 2024, somme toute, qui s'est pas si mal terminée. C'est vrai qu'ils ont perdu en Regionals, mais ils ont forcé un game set face à North Carolina et c'était un North Carolina qui allait à Omaha, donc attention, faut se rappeler de ça. Mais cette année, faut se rappeler aussi que la narrative, elle est telle que ils sont menés lors du match 7 de leur propre Regionals par Arkansas Little Rock. Il faut le rappeler aussi. Et ils n'en menaient pas large. Puisque, encore une fois, ce que j'essaie de dire jusque-là, c'est qu'il y avait très peu de stars, et notamment dans le line-up, et ça se sentait. Que ce soit contre Arkansas Little Rock, où ça s'est réveillé au bon moment pour pouvoir inverser la tendance et se qualifier, hein, parce que, et j'avais bien aimé ce que disait D1 Baseball à ce niveau-là, en college baseball, le baseball, c'est un sport déjà en général où tout le monde peut battre tout le monde sur un match. C'est plutôt un sport de série. Et vous pouvez, on va dire, fermer le gap un peu entre les niveaux sur un match de baseball. Il suffit qu'un de vos lanceurs se sente vraiment en forme sur ce match-là et le line-up adverse a du mal à l'identifier et vous pouvez un peu ride cette vague pour pouvoir vous en sortir. Ou alors au contraire, vous avez un joueur un peu à la Murray State avec Jonathan Hogarth de mémoire, qui est sur une saison exceptionnelle et vous ridez un peu cette vague offensive. Là, pour revenir sur LSU encore une fois, et désolé, hein, ça l'a vraiment décousu, je m'en excuse, hein, c'est parce qu'il y a beaucoup d'idées qui viennent dans ma tête en même temps. Mais pour revenir sur cette façon qu'a LSU de jouer, le match 1, il ne remporte que 1-0, grâce à une performance exceptionnelle de Kyle Anderson. Kyle Anderson, on va certainement en entendre parler beaucoup alors que la draft arrive. Mais, première manche, il score le run, donc c'est un RBI, je pense un RBI single, un RBI single si on veut pas trop franciser l'anglais de Steve Milam, et puis c'est Derek Courriel du coup qui score. Mais à part ça, LSU a beaucoup de mal offensivement. Donc ils ne se mettent jamais à l'abri, c'est juste qu'ils comptent sur la performance exceptionnelle, il faut le rappeler, de Kyle Anderson, mais de Kyle Anderson associé à tous les éléments de sa défense. C'est-à-dire que du receveur jusqu'aux outfielders, tout a été bien coordonné. Il y a eu des moments chauds,
mais il a toujours réussi à s'en sortir. Il n'a pas eu non plus un nombre incroyable de strikeouts sur tout le match. Je pense qu'il a moins de strikeouts que de manches lancées. Mais ce qui a été important, c'est de voilà, mettre à mal la tactique de Coastal Carolina, et ça s'est bien passé pour LSU, avec un LSU, encore une fois, qui n'a pas été impressionnant. Donc c'est ce que voilà, pour conclure sur ce match 1 et sur un peu ce que je voulais dire par rapport à LSU, ça reste une powerhouse, ça reste une équipe très bien coachée, et là vraiment, quand on parle de coach of the year, Jay Johnson, il se pose tout en haut, puisque là on peut pas dire qu'il a, oui il avait Dylan Cruz, oui il avait Paul Skeens, oui il avait Trey Morgan, oui il avait etc., etc. Non, là il a un groupe de joueurs certes talentueux, au-dessus de la moyenne au niveau national, mais qui n'étaient pas en termes de joueurs de manière individuelle, au-dessus de joueurs de manière individuelle qu'on a retrouvé à Arkansas, qu'on a retrouvé à Tennessee, qu'on a retrouvé à Florida, qu'on a retrouvé etc., etc. Même en ACC, des équipes comme North Carolina, individuellement en termes de line-up, paraissaient plus costauds. Même Florida State, peut-être Florida State, j'exagère un peu, excusez-moi. Peut-être pas Florida State, mais même Clemson, par exemple, en termes d'individualité sur certains postes, paraissait plus gonflé, par exemple. Mais bon, LSU remporte donc ce match 1-0, et c'est à l'image de la saison. Kellen Anderson est exceptionnel, il fait le match complet, c'est un shutout game, pas de no-hitter parce que je pense qu'il concède quand même 3 coups sûrs. Mais en tout cas, voilà, un match impressionnant qui ajoute à son potentiel draft. Et on se retrouve le samedi avec une équipe de Coastal Carolina qui est très, comment je vais dire ça, très nerveuse, très échaudée, surtout au niveau de son coaching staff. Et ça va se ressentir assez rapidement, puisque dès la première manche, on a 2 coachs qui se font éjecter côté Coastal Carolina. Alors après, il y a plein d'histoires autour des éjections. J'ai vu beaucoup de polémiques, notamment dans les podcasts, où ça s'en prend plus aux arbitres qu'aux coachs qui ont été éjectés. J'ai pas trop de... Bref. J'aime pas trop rentrer dans ces débats-là. Moi, je suis pas une personne qui aime juste taper sur les arbitres. C'est vrai qu'il y a un problème, on va dire, global, d'arbitrage, surtout de communication, on va dire. C'est pas l'arbitrage en tant que tel, puisqu'on aura toujours des erreurs. En termes, la zone de strike, elle est telle qu'elle est, mais d'un arbitre à un autre, elle peut être plus étendue, moins étendue, plus à géométrie variable même dans le match, etc., etc. Mais ça fait partie du jeu pour moi. Par contre, ce que je peux entendre, c'est qu'on a l'impression que il y a de moins en moins de communication et il y a de moins en moins de patience côté corps arbitral. Là, ce qui s'est passé, côté Coastal Carolina, on a vu plusieurs balles qui, pour eux, étaient des balles, alors qu'elles ont été comptées comme strike, ce qui a un peu modifié quelque part la dynamique aussi du début de match. Et donc très vite, ils ont essayé de mettre un peu de pression sur l'arbitre, et je pense que ça fait partie du jeu aussi. Les arbitres les ont prévenus de attention, et je pense qu'au bout du 3e avertissement, un truc comme ça, ils se sont fait éjecter. L'histoire qu'a sorti le coach de Coastal Carolina est différente, donc c'est pourquoi j'ai pas trop envie de rentrer dans les détails là-dessus, et on va plutôt se focaliser sur le match, avec un effet à court terme qui a, comment je peux dire ça, qui a été bon pour Coastal Carolina, parce que ces éjections, ce côté un peu tendu électrique, a lancé les hostilités du bon côté du baseball pour Coastal Carolina, avec un premier home run dès la 2e manche. Alors c'est Mios de mémoire, Mios ou Mios, c'est pas un joueur que je connais, c'est pour ça que je vais pas en parler en détail, mais il score donc ce home run. Coastal Carolina donc prend le meilleur départ et mène 1-0, mais LSU, c'est ce que je disais en fait, c'est vraiment un groupe, c'est vraiment bien coaché, et on sent qu'il y avait aussi un mental d'acier. C'est-à-dire que déjà mentalement, vous savez que vous n'êtes plus qu'à une victoire de remporter le titre, et que quelque part, c'est à double tranchant, vous avez 2 chances pour gagner un match, alors que Coastal Carolina, ils n'ont plus le droit à l'erreur. Donc la pression peut être côté Coastal Carolina. Ce qu'on a vu aussi dans pas mal de finales, c'est qu'on a eu un peu des sentiments de décompression de certaines équipes. On se rappelle du LSU Florida, le match 2, où Florida, je pense, marque 20 runs, un truc comme ça. Et je pense que c'était plus un problème de décompression de la part de LSU, qui ensuite a remporté le titre d'ailleurs, que vraiment de perte de niveau d'un match à l'autre, bien entendu. Là, ce LSU a réussi justement à rester composed, à rester sûr, à évacuer la pression, et très rapidement il recolle, puisque dès la 3e manche, donc en bas de 2e manche, ils prennent ce home run. Dès le début de 3e manche, donc dès leur prochain tour, ils égalisent grâce à un RBI de Frey. Frey, c'était le DH sur ce match. C'est pour vous dire en fait qu'encore une fois, l'aspect collectif compte, puisque d'une part,
il n'y a que deux joueurs, je pense, qui n'ont pas réussi un coup sûr sur tout le line-up. C'est Brown qui avait été un des héros des matchs, du match face à Arkansas, le dernier. Et c'est Hernandez, le receveur, qui finit avec un 0 sur 3. Ce qui m'a frappé, c'est que tous les autres ont au moins eu un coup sûr. Et en fait, LSU a réussi à lancer la machine à partir de ce double, ce qui a permis de scorer du côté de Frey. Dès le haut de la quatrième manche, on se retrouve avec un premier écart. Et cet écart va être suffisant, spoiler, puisque Stanfield va permettre à deux de ses compatriotes, ou ses coéquipiers, de scorer. Je pense que c'était un RBI single de mémoire. Et ensuite, Derek Courriel, l'un des joueurs dont on parle quand même pas mal du côté de LSU, va réussir un autre RBI single et un tout RBI single également. Et donc on va passer de 1-1 à 5-1. Derrière, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'encore une fois, LSU, c'est très compliqué de les bouger en termes de pitching. Ce que je disais déjà la semaine dernière, c'est que LSU, peut-être le line-up est limité, entre guillemets, mais par contre le pitching staff, surtout au cours de la saison, est devenu l'un des pitching staff les plus impressionnants de la nation. Ils avaient des pitchers de manière individuelle impressionnants, bien sûr, comme Kyle Anderson, bien entendu. Mais par exemple, le starter du match gagné, donc Ehanson, c'est pas forcément le meilleur lanceur comment on appelle ça, du pitching staff, et notamment des starters de LSU, et pourtant il a bien tenu son rang. Il a certes concédé 3 runs mérités, mais il n'a concédé qu'un seul but sur balle. Il a réussi aussi à strike out 9 personnes, donc 9 joueurs en un peu plus de 6 manches jouées, et il est terminé avec un IRA de 3, je pense, sur ce match, quelque chose comme ça. Je sais plus exactement, mais bref. Tout ça pour dire que tout le monde a été au niveau, puisqu'en plus Shores de son côté a réussi à faire une longue relève et à fermer et terminer, clore, on va dire, le match. N'en déplaise bien sûr à ce qui s'est passé côté Coastal Carolina, encore une fois avec les coachs, et notamment leur head coach, c'est comment il s'appelle déjà, j'ai oublié son nom, c'est Kevin, j'ai oublié son nom, j'ai un trou. Vous allez me le rappeler certainement, ou je vais me rappeler dans quelques secondes. Mais bref. Kevin Schnoll ou Schnoll, je sais pas comment on le prononce, mais Kevin Schnoll. Bref, donc. D'ailleurs, au passage, il s'est fait souvent remarquer, on va dire, de par ses conférences de presse, ses prises de position. Je sais qu'il y avait eu un moment où il s'était pris pas mal le bec. Alors, je sais plus c'était avec qui, contre quelle équipe, mais c'était Original de Coastal Carolina de mémoire. Je me demande si c'est pas Florida. Je pense que c'est Florida. C'était bien sûr O'Sullivan qui s'était plaint de la logistique. Et on avait retrouvé donc Kevin Schnall limite les larmes aux yeux, qui avait dit que Coastal Carolina faisait de son mieux, etc. Plus tard, il a repris des journalistes qui, au lieu de dire Chanticleers, parce que ce sont les Chanticleers de Coastal Carolina, ils avaient repris pour la prononciation. Donc voilà, c'est un sacré personnage. En tout cas, il a beaucoup aidé pour sa première saison sur le banc en tant que head coach de Coastal Carolina, cette fac qui continue de montrer que, même si ça a été une année paradoxale pour la Sunbelt, une année un peu down comparée aux années précédentes, la Sunbelt fait quand même figure de powerhouse, comme je l'ai déjà dit, peut-être pas récemment, mais auparavant. Quand on regarde les powerhouses dans d'autres sports, comme par exemple la Big Ten, en baseball, la Sunbelt fait plus figure, on verra maintenant avec les équipes Pac-12, mais la Sunbelt fait plus figure de powerhouse que la Big Ten, surtout sur ces dernières années en termes de baseball universitaire. Et Coastal Carolina et Southern Miss, même s'ils sont fait éliminer de la Regionals, ont été des beaux ambassadeurs de cette Sunbelt. Et on verra si des équipes comme Louisiana ou Texas State peuvent rebondir. Ce sont quand même des historiques du college baseball et notamment de la Sunbelt. Mais la Sunbelt a vraiment un fort potentiel qu'elle démontre année après année. Donc voilà. Pour Coastal Carolina, pour finir avec eux, ils n'ont pas vraiment existé dans ces finales. Ils sont tombés encore une fois sur un collectif huilé qui fait attention, pas d'erreur, alors que Coastal Carolina, par exemple, en a concédé, notamment, je pense, c'était au dernier match, ils ont concédé une erreur. Et là, on a vu, et c'était un peu ma crainte aussi, on a vu en fait vraiment, même si le score final est de 5-3, donc on pourrait dire, ils ont quand même fait un rapproché et tout, mais on a vu la différence de niveau entre Coastal Carolina et LSU en termes de niveau collectif, encore une fois. C'est pas une question de dire petit poussé face à grand poussé, c'est vraiment la cohésion. Peut-être que là, LSU était vraiment à son top
Et d'ailleurs, la preuve en est, puisqu'ils ont terminé invaincus sur tout ce run de College World Series. Il faut revenir à UCLA en 2013 pour voir pareille performance. Donc c'est à noter également. J'ai envie de fermer ce chapitre des finales, parce que c'est vrai que, comme j'ai dit, c'était assez décevant, et finalement j'ai parlé presque 20 minutes sur quelque chose qui n'était peut-être pas aussi palpitant que ce qu'on aurait pu penser. Mais encore une fois, bravo à Coastal Carolina pour le parcours incroyable, 26 victoires d'affilée notamment. Bravo bien sûr à LSU pour le 8e titre de champion. Bravo à Coach Johnson, coach de l'année. Bravo à tout ce groupe. On verra certainement quelques têtes pour la draft qui est à venir. Et puis, pour nous, ça fait une nouvelle saison de terminer. J'ai l'impression que ça passe super vite, de plus en plus vite. Mais on n'a pas le temps de respirer puisque dans quelques semaines, bien entendu, vous le savez, la draft arrive. On a déjà eu le draft combine. Le draft combine, d'ailleurs, c'est intéressant puisque le draft combine, c'est assez spécial dans le sens où il se passe alors que les College World Series ont lieu. Donc c'est-à-dire que potentiellement des joueurs à haut potentiel ne peuvent pas faire ce draft combine. Même si vous pourrez rétorquer que voilà, en baseball, le draft combine peut permettre seulement à des joueurs qui sont un peu sous-cotés de se révéler. Mais bref. On peut clore cette partie College World Series, tournoi national, fin de saison et titre de LSU. Je vais prendre mes respirations et ensuite on va continuer un peu ce podcast. So the tying run is at second. The run that would win the World Series is at first and Joe Carter is the batter. Now the 2-2. Well hit down the left field line. Me voilà de retour et donc la tradition veut que bien sûr quand on a le champion, on a un dernier top 25 qui va un peu quelque part refléter le parcours des meilleures équipes lors du tournoi national. Donc voilà, juste pour information, LSU termine numéro 1, donc le final top 25 de la saison. Ils ont commencé la post-season en tête de série numéro 3, donc ils faisaient quand même partie des favoris. Je rappelle que face à Arkansas Little Rock, ils ont eu quand même... ils se sont fait peur, parce qu'ils ont allé jusqu'à un Game 7, et lors du Game 7, ils étaient même menés à un moment, au début du match. Ils ont ensuite sweepé West Virginia dans les Super Regionals avant de sweeper les College World Series également. On se rappelle notamment leur victoire en crève-cœur pour les fans d'Arkansas sur des... Je sais pas si c'est des erreurs, je sais pas si c'est de la malchance, je sais pas si c'est un curse, mais sur cette fin de match rocambolesque face à Arkansas. Et ensuite, ils ont donc sweepé Coastal Carolina lors des finales des College World Series. Coastal Carolina qui est donc... termine numéro 2 de la nation sur ce dernier top 25. Ils ont notamment réussi 26 matchs d'affilée sans défaite, ce qui les a amenés jusqu'en finale. Donc sans trop de problèmes, ils sont allés jusqu'en finale des College World Series et après, dès qu'ils ont perdu le premier match, ils ont perdu carrément les finales. Arkansas et Oregon State terminent 3e et 4e, ce qui est logique. Ils se sont donné une chance pour rallier on va dire ce qu'on appelle entre guillemets les demi-finales des College World Series. Ils étaient passés dans le bracket des perdants, ils avaient gagné ce bracket des perdants, ils avaient donc une dernière chance de pouvoir fatiguer les gagnants, qui étaient donc Coastal Carolina et LSU, ça n'a pas été le cas. Ensuite, tout ce qui est UCLA, et Louisville, Arizona, Murray State font partie du reste du top 8. Et donc, après Murray State en 8, on a North Carolina en 9, Florida State, Auburn, Tennessee pour finir le top 12. Ensuite UTSA, West Virginia, Duke et Miami pour le top 16. Texas, Vanderbilt, Georgia et Oregon pour le top 20. Et enfin Ole Miss, Southern Miss, Clemson, Georgia Tech et UC Irvine. Ce qui nous fait que par rapport au top 25 de juste avant le tournoi national, on a quand même pas mal d'équipes qui en sortent. À noter bien sûr Florida, Dallas Baptiste, TCU, Alabama, Kansas et Northeastern. Northeastern qui, je voulais en toucher un mot, c'est toujours spécial puisque Northeastern, j'entends beaucoup de bien de ce programme et à juste titre, ils sont toujours bien dans leur conférence. Là, après une saison dernière un peu plus compliquée, on les voit clairement être, pourquoi pas même des troubles faits lors du tournoi national. Ça ne se passe pas du tout comme prévu puisqu'ils sont éliminés très rapidement. Là, ils ont réussi quand même à gagner un match, si je me rappelle bien, dans le bracket des perdants avant de perdre au final. Mais ça reste encore un programme qu'il va falloir surveiller, mais qui est aussi en train de montrer certaines choses un peu, on va dire, qui apportent un peu de déception. Donc c'était le petit mot que je voulais faire sur ce programme, qui compte, mais qui n'est pas encore exactement là. Par exemple,
on aurait pu les comparer à ce qu'on avait vu avec Oral Roberts ces dernières saisons, on va dire notamment 2021, 2022, 2023. Plus récemment, bon, on va pas les comparer avec Coastal Carolina pour le coup, mais des équipes comme Southern Miss aussi, ce genre d'équipe. Northeastern n'est pas loin, mais n'est pas encore là exactement. Donc on va voir quelle va être la direction que va prendre ce programme dans les prochaines saisons. Voilà pour tout ce qui est classement, tout ce qui est vraiment fin de saison en tant que tel, au niveau collectif. Je voulais quand même revenir sur les trophées individuels, et notamment le Golden Spikes, le Dick Hauser, et on va dire le trophée que remet un baseball, parce que c'est eux on va dire les officiels quand on parle de classement et compagnie. Alors, on va peut-être aller dans l'ordre chronologique, avec le premier trophée majeur décerné, bien sûr le Dick Hauser, qui, je le rappelle, récompense le meilleur joueur universitaire du pays. Ce trophée a été remis à Alex Lodis. Alex Lodis, c'est le shortstop de Florida State, qui a fait une saison exceptionnelle, il faut le dire. Meilleur joueur de la ACC, alors qu'il y a des sirènes d'ambulance ou de pompiers qui passent derrière, j'en suis désolé et confus. J'espère que ça vous gêne pas trop. Bref, donc meilleur joueur ACC, meilleur défenseur aussi de la ACC. Je rappelle que cette saison c'est 17 home runs, 18 doubles, 62 RBIs. Il a réussi aussi à provoquer 27 walks. Il a réussi aussi à voler 6 bases en 6 passages, en 6 tentatives on va dire. Donc voilà, en slugging percentage c'était quand même .705, en batting average c'était .394. Actuellement en RBI c'était 68. Et 62 c'est le nombre de runs qu'il a lui-même scoré. Donc voilà, une très grosse saison. Fielding percentage en termes de défense, et c'est pourquoi il a été défensivement élu au niveau de la ACC, c'est .977. En college baseball, c'est très très bien. Et surtout pour une position aussi exposée que la position de shortstop. Il n'a commis que 5 erreurs, je pense, en plus de 210 ou 215 total fielding chances. Donc c'est pour vous dire que vraiment, il a été là au mieux du mieux. Alex Lodis, c'est un peu la constante des trophées dont je vais parler, puisqu'il a gagné le Dick Hauser, c'est vrai, et il a été aussi finaliste du Golden Spikes. Je le rappelle avant de dire qui a été le Golden Spikes. À la différence du Dick Hauser Trophy, le Golden Spikes récompense le meilleur joueur amateur. Ça veut dire que même si la plupart du temps c'est vrai, ce sont des joueurs de D1 baseball qui sont récompensés, on pourrait retrouver un joueur lycéen ou un joueur de JUCO récompensé. C'est déjà arrivé par le passé et ça peut arriver à tout moment, ou même de division inférieure s'il le faut. C'est vraiment le meilleur joueur amateur, donc ça a un scope plus large que le Dick Hauser Trophy. Je disais donc que Alex Lodis est la constante de ces trophées puisqu'il était finaliste, mais cette fois-ci il l'a perdu face à un autre shortstop, c'est Weiwa Aloy. Weiwa Aloy, je rappelle, c'est donc le shortstop d'Arkansas, hawaïen de son état. Il a été joueur de l'année en SEC pour le coup, de son côté, avec une moyenne à la batte de 355, un OBP de 440, un slugging percentage de 686, 20 home runs, 64 points produits. Donc voilà, il a fait des très bonnes choses, un OPS du coup qui était au-dessus des 1 à 1.126. Voilà, ça a été vraiment une très grosse saison. Et ce qui est marrant, c'est que Weiwa Aloy du coup rejoint Alex Lodis en étant donc finaliste pour Golden Spikes, en étant je pense finaliste aussi pour le Dick Hauser, et ces deux joueurs sont aussi finalistes pour le Brooks Wallace. Oui, je sais, ça fait beaucoup de trophées, je vais vous rappeler Brooks Wallace trophée c'est quoi? C'est tout simplement pour élire le meilleur shortstop en baseball universitaire. C'est un trophée en fait qui est symbolique aussi dans le sens où il récompense un shortstop par rapport à un nom. Le Dick Hauser c'est un peu le même principe, Dick Hauser c'était un joueur qui a fait des grandes choses en termes de college baseball, qui a aussi été manager en MLB, qui est revenu entraîner au niveau college baseball et qui est mort assez jeune de la maladie. Là, Brooks Wallace, c'était aussi un joueur de Texas Tech de mémoire et shortstop de son état, et donc je pense qu'il était décédé super jeune à cause d'une leucémie. Donc ce trophée qui récompense le meilleur shortstop du pays, je rappelle, le shortstop c'est quand même une position premium, et surtout en baseball amateur, c'est souvent une position à laquelle on se réfère. Il y a shortstop, il y a receveur et bien sûr les pitchers parmi les positions dont on parle le plus. Et donc cette année, c'est Rock Cholowski dont moi j'avais parlé, c'était pour moi mon favori pour meilleur joueur de l'année.
sophomore, hein, du coup, donc plus jeune que les deux précédemment cités. Il vient de UCLA, et lui aussi, c'est un shortstop. Donc c'est-à-dire que potentiellement, les meilleurs joueurs du pays cette saison sont tous des shortstops. Même si je me rappelle bien, pour le Golden Spikes, le troisième finaliste, c'était Liam Doyle, hein, le pitcher, hein, qui a rené, je sais pas, c'est pas français, qui a eu une renaissance, une résurrection du côté de Tennessee après peut-être des saisons un peu plus compliquées du côté de Ole Miss, enfin, dans une saison plus compliquée du côté de Ole Miss. Mais bref, Rock Cholowski, non seulement shortstop incroyable, joueur très intéressant, c'est un joueur qui a terminé cette saison, pour finir avec les, on va dire les, comment on appelle ça, les récompenses individuelles, comme étant le meilleur joueur de D1 baseball également. Et ce qu'il faut dire, c'est que c'est lui, parmi les shortstops, qui a frappé le plus de home runs, hein, parmi les shortstops dont je viens de parler, puisqu'il termine avec 23 home runs, 19 doubles, 74 points produits. Et il a permis aussi à UCLA de repartir au College World Series depuis leur titre en 2013. Donc ce n'est pas rien. En termes de stats, 353 de moyenne à la batte, 480 de OBP et 710 de slugging percentage. 710, c'est pas loin d'être un OPS dans certaines autres ligues. Donc c'est pour vous dire que voilà, il a une saison en mode jeu vidéo. Il a aussi provoqué 45 buts sur balle et il n'a été strikeout que 30 fois, je pense, quelque chose comme ça. Et encore une fois, ce n'est qu'un sophomore, c'est-à-dire que lui, la draft, normalement, c'est plutôt 2026. Donc on aura la chance de le voir encore la saison prochaine, et pourquoi pas, s'il fait une saison de même acabit, voire mieux, on sait jamais, le Golden Spikes pourrait enfin lui revenir. Ce qui, encore une fois, pour moi, mais je veux dire, ça veut pas dire que Iwa Aloy ne le méritait pas, mais moi c'était mon favori en fait. Tous ces joueurs-là étaient dans un mouchoir de poche quand on y pense, parce que c'est vrai que ce qui les regarde aussi, c'est la difficulté supposée ou présupposée de la conférence dans laquelle ils sont. Dans le sens où Rod Cholowski partait avec un handicap parce que lui, il jouait à UCLA, c'est-à-dire qu'il jouait en Big Ten. Alors que pour le coup, Weiwa Aloy, c'est SEC et Alex Lodi, c'est ACC. Donc voilà pour ce trophée-là. Il y a eu d'autres trophées, enfin, il y a, voilà, toute récompense commence à sortir les unes après les autres. Coach de l'année, notamment, c'est Jay Johnson. Bien sûr, il a remporté le titre, donc ça apparaît logique. Après, il y a les coachs de l'année par conférence, il y a les récompenses par conférence, mais on va pas toutes les faire. Moi ça me dérangerait pas, mais peut-être dans un autre podcast, j'ai pas envie de vous fatiguer. Mais d'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse vraiment de décortiquer un peu ce genre de trophées. Moi personnellement, j'ai jamais eu cette hype derrière les trophées individuels, quel que soit le sport, parce que moi, avant bien sûr de suivre le baseball, le premier sport que j'ai suivi quand j'étais petit, c'était le foot. Et le foot, on sait, il y a le ballon d'or. Moi, j'ai jamais été un grand fan du ballon d'or, et depuis très très jeune, j'ai jamais vraiment compris, parce que pour moi, sport collectif, même si tu veux aussi highlight un peu une individualité, je trouve que c'est un peu antithétique. C'est un peu comme toutes ces histoires de MVP, même si pour MVP, je trouve que ça fait un peu plus sens, parce qu'on parle du most valuable player dans une équipe. Donc c'est quelqu'un qui va permettre à cette équipe de peut-être passer un cap. Je peux le comprendre un peu plus qu'un ballon d'or par exemple. Mais bref, ne rentrons pas dans des débats inutiles, mais tout ça pour dire que si jamais ça vous intéresse, hein, d'avoir un peu plus d'idées sur les différents titres individuels donnés, ou les American Team, les Freshman Team, etc., dites-le moi, et on pourrait faire un épisode un peu plus chill, où on décortique un peu ce qui s'est passé, même par conférence si vous voulez. Moi ça ne me dérange en aucun cas. J'ai envie de dire que ça y est pour aujourd'hui. J'avais hésité à vous faire pourquoi pas un volet un peu plus actualité, puisque c'est vrai que pendant le tournoi national, on a vu quand même beaucoup de choses se passer en termes de changement de coach. On en a parlé très succinctement, mais je pense qu'on va plutôt regarder ça d'un autre œil plus tard dans un podcast un peu plus dédié pour ce genre d'actualité, sachant que là on entre aussi dans la période de portail de transfert où il va y avoir pas mal de mouvements. Donc autant peut-être patienter un peu. Comme je l'ai dit, il y a eu le draft combine, il y a la draft qui arrive là en mi-juillet, donc il y a encore beaucoup de choses à parler en termes d'actualité, je pense, avant même de se poser vraiment sur le coach carousel ou les transferts de joueurs, etc., etc. Avant de vous laisser, vous le savez, là, déjà la saison est terminée, l'été arrive, alors je vais garder un certain rythme au moins jusqu'à la draft, puisque la draft, je vais quand même bien sûr en parler comme chaque saison, certainement un épisode spécial draft dans l'un des prochains podcasts. Mais après ça, attendez-vous quand même à une pause d'une, deux, trois, 4 semaines. On verra. Je ne peux pas vous dire exactement le temps, parce que je dois notamment potentiellement repartir en France en août, peut-être mi-août. J'irai en France pour au moins une semaine, vite fait, voilà. Et
profiter aussi pour prendre quelques jours de repos, quoi, ça serait pas mal. Mais en tout cas, comme d'habitude, je vous remercie vraiment, vraiment, vraiment beaucoup du suivi. Je vois de plus en plus d'interactions, je vous reconnais maintenant, et ça me fait plaisir de pouvoir interagir avec chacun d'entre vous. Euh, N'hésitez pas à continuer, n'hésitez pas à me faire savoir s'il y a des choses dont vous souhaiteriez que je parle. Je suis aussi là pour ça, pour aussi un peu vulgariser ce sport et surtout cette partie-là de la discipline universitaire. Alors que vous entendez mon Teams sonner, puisque j'enregistre alors que j'ai pas encore complètement fini le boulot. C'est pour vous dire à quel point je suis un débrouillard. Je me débrouille dès que j'ai un moment, j'essaie d'enregistrer. Mais voilà. Sur tous ces bons mots, hein, je vais vous dire tout simplement à très bientôt. Allez, voilà, voilà. Ciao.